Merci à tous, merci. Merci de m'accueillir. Monseigneur, mes respects. En dénonçant les idéologies issues des Lumières, Charles Maurras a élaboré une théorie empirique destinée à sortir le pays, la patrie, de la décadence. L'empirisme, c'est ce qui résulte de l'expérience et de l'observation. En matière politique, il implique une lecture historique. On ne fait pas de politique sans connaître l'histoire. Celui qui étudie l'histoire, c'est-à-dire qui recherche ce qui s'est passé et qui compare ce qu'il découvre avec ce qu'on lui en a dit, est obligé de comprendre que ce qui a fonctionné hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Ce qui est en totale contradiction avec la doxa qui prétend que hier était atroce et qu'aujourd'hui c'est mieux. Il y a quelques consensus sur lesquels s'est fondée la République et qui fondent ce qu'on appelle ses valeurs. La révolution, c'est l'affaire du peuple. Il y a eu deux révolutions, la bonne et la mauvaise, selon le point de vue où on se situe. Et enfin, il y a des acquis incontestables qui justifient la révolution. Faire de l'histoire, c'est tordre le cou entièrement à ces idéologies. Quelques idéologues ont sapé la perception du réel et ont permis la révolution. Je citerai, on pourrait en citer beaucoup, Voltaire, Sieyès, Rousseau et Robespierre. Commençons par Voltaire. François-Marie Arouet, dit Voltaire, né sous Louis XIV en 1694 et mort à 84 ans sous Louis XVI en 1778. Il fut panthéonisé par l'Assemblée nationale le 11 juillet 1791. Sur son tombeau est écrit « Il combattit les athées et les fanatiques, il inspira la tolérance, il réclama les droits de l'homme contre la servitude de la féodalité. Poète, philosophe, historien, il agrandit l'esprit humain et lui apprit qu'il devait être libre. » Fin de citation. Voltaire a combattu surtout l'Église et sa lutte contre le fanatisme a consisté à accuser de fanatisme ceux qu'il voulait déconsidérer. Sa tolérance ne s'appliqua jamais à ceux qu'il pourchassa de sa haine mortelle. Citons Maupertuis, Élie Fréron, La Baumelle, Lefranc de Pompignan, qui ont subi le martyre d'avoir croisé son chemin. Tout étudiant en histoire doit se boucher les oreilles si on lui dit que ce que Voltaire écrivit fut de l'histoire. Ce que Voltaire écrivit n'est qu'un tissu de mensonges. Les droits de l'homme, tout juste les droits du, je cite, petit troupeau de gens riches et cultivés dont il faisait partie et qui savaient se distinguer de la canaille, nous autres. Enfin, soyons clairs, lutter contre la servitude de la féodalité au XVIIIe siècle, c'est se battre contre un système révolu depuis des siècles. Que dit Voltaire? Qui dit Voltaire dit menteur, mais menteur particulièrement efficace. Calomniateur redoutable de l'Église et des catholiques. Voltaire a fait croire que la justice avait roué un certain Jean Calas parce qu'il était protestant, alors que la justice a accusé et condamné Jean Calas parce qu'il était le meurtrier de son fils, et pas pour une autre raison. Il a fait croire que le chevalier de la Barre avait été exécuté par le fanatisme de l'Église, alors qu'il s'agissait uniquement du fanatisme des anticléricaux qui, justement, se battaient contre l'Église. Voltaire a culpabilisé la France catholique pour faire la promotion de la banque protestante. Victoire éclatante. Quelque temps après la mort de Voltaire, un certain Necker arriva au pouvoir et ruina la France. Étudier Voltaire sous l'angle historique et non plus littéraire, c'est comprendre que la plupart des accusations contre l'Église sont mensongères. Les mensonges sont tellement énormes que leur découverte ébranle l'anticléricalisme le plus admis, et je me présente à vous comme ayant subi cette influence. Si les crimes de l'Église sont autant de contre-vérités, n'est-il pas judicieux de totalement réviser sa vision du catholicisme? Maurras, incroyant, est mort doté des sacrements. Plus on sait et plus on croit. L'actuel mouvement de retour à la foi depuis la circulation de l'information sur la toile en est l'illustration. Deuxième idéologue, je vais citer Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712 à Genève et mort le 2 juillet 1778 à Paris. Il était âgé de
66 ans, et il est mort 2 mois après Voltaire, son ennemi. Il fut l'inspirateur de la Révolution, notamment d'un Robespierre qui dit et redit son admiration pour le grand homme. N'a-t-il pas dit « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Avez-vous déjà entendu une assertion aussi fumeuse que celle-ci? C'est sorti absolument de rien. Raisonnement et théorie absconses sur l'alpha et l'oméga de la pensée révolutionnaire, Rousseau en fut un maître. Aucun homme ne naît autre que dépendant, totalement dépendant de sa mère, de son père ou de quiconque se donnera le mal de prendre soin de lui. Quel homme est né libre? Où ça? De quoi parlons-nous? Affirmer comme Rousseau que la société rend l'homme mauvais, c'est imaginer qu'il puisse vivre autrement qu'en société. C'est une vue de l'esprit. C'est totalement abstrait. La pensée rousseauiste est une abstraction pure qui ne se fonde sur aucune observation concrète et sur aucune étude historique. Elle est celle d'un homme qui mit ses enfants à la poubelle et a écrit une théorie de l'éducation. Partout, il est dans les fers, nous dit Rousseau. C'est une insulte à la condition des esclaves de l'époque. On ne vivait pas dans les fers au royaume de France, comme c'était le cas dans les îles. Et rappelons-nous que le signe égal est particulièrement dangereux, parce que si la situation du peuple français était égale à celle des esclaves, ça veut dire également que celle des esclaves était égale à celle des Français. Méfions-nous de ce genre de comparaison. Rousseau a écrit « Tous veulent que les conditions soient égales pour tous et la justice n'est que cette égalité ». D'où Rousseau tient-il cette certitude de savoir ce que tous les hommes veulent? Et d'autre part, où a-t-il péché que le vœu du peuple et que les conditions soient égales pour tous? Alors je vais vous faire un petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas, mais j'ai traîné mes guêtres dans ma jeunesse dans les milieux de gauche et même d'extrême gauche. Je n'ai jamais de ma vie manifesté pour l'égalité. Jamais. Ça n'a jamais été une revendication du peuple. Personne d'autre que les gens qui nous gouvernent et nous oppriment ne réclame pour nous l'égalité. Jamais personne n'a réclamé l'égalité autrement que dans le fantasme des gens qui veulent penser à notre place et nous asservir. Cette obsession égalitaire qui impose aujourd'hui de gommer les différences à tout prix est bien née dans le cerveau d'un penseur hors sol qui théorise ex nihilo ce qui servira de modèle et aboutira aux pires horreurs. Le populicide vendéen, pour employer un mot de l'époque et qui dit bien ce qu'il dit, est né de la nécessité de supprimer 1/3 de la population nationale pour pouvoir, dans un strict souci d'égalité, accorder à chaque citoyen la propriété indispensable à sa vie dans la dignité, selon Rousseau. Et on a, grâce à Reynald Secher, l'historien Reynald Secher, la source de cette assertion. Robespierre et ses chers amis voulaient réduire la population française d'1/3 pour que l'égalité puisse être faite dans des conditions décentes. Merci, monsieur Rousseau. La pensée de Rousseau a été l'inspiratrice d'un Robespierre qu'on a trouvé étrangement muet lors de la suppression des corporations qui a plongé le monde ouvrier dans les abîmes de déchéance et de malheur. On dira que Rousseau a voulu dire autre chose que ce qu'il a dit et qu'on l'a mal compris. Eh bien, admettons, Rousseau, en tout cas, bien compris ou mal compris, fut l'inspirateur de la Révolution. D'aucuns lui en savent gré, Maurras, en tout cas, le déplora. L'idéologie de la volonté du peuple, c'est un mensonge, une série de mensonges éhontés qu'on doit notamment à l'abbé Emmanuel Sieyès. Né en 1748 à Fréjus, il avait donc 41 ans en 1789. Il fut le plus influent des théoriciens de la Révolution. Il a rédigé un pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État ?» en 2 mois, fin 1788, pendant l'Assemblée des notables, dont je vous rappelle que l'Assemblée des notables cherchait désespérément un moyen de combler le gouffre de la dette royale, de la dette publique. Et ce pamphlet, Qu'est-ce que le tiers-État, a été publié en 1789, en janvier 1789. Et Emmanuel Sieyès répond à 3 questions. Qu'est-ce que le tiers-État?
Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Que demande-t-il? À être quelque chose. Donc, si le tiers-État c'est tout, il est donc le peuple. Le tiers sera donc fondé à demander au nom du peuple, à parler au nom du peuple, et il ne s'en privera pas. La révolution, c'est le tiers-État qui réclame pour le peuple. Cette assertion a servi à exiger le doublement du tiers par rapport aux deux autres ordres qui étaient le clergé et la noblesse. Donc si les États généraux représentent la France, le clergé, la noblesse et le tiers-État, le tiers-État représentant la majorité de la population, l'écrasante majorité de la population, on va demander le doublement du tiers. Incidemment, pourquoi seulement le doublement? Parce que si le tiers-État représente la presque totalité de la population, il faudrait lui en donner logiquement beaucoup plus que le double. Il faudrait même carrément supprimer les deux autres ordres. En fait, tout l'esprit de la Révolution est contenu dans le pamphlet de Sieyès. Or, les États généraux n'avaient pas de compétences autres que fiscales et n'avaient aucune compétence législative ou réglementaire. Les États généraux ont été convoqués pour trouver une solution à la dette et pas autre chose. En tant que peuple libre, les Français participaient à la répartition de l'impôt payé au roi. Et les États étaient les instances où les habitants étaient représentés en fonction des seigneuries auxquelles ils appartenaient. Il y avait au Royaume de France 3 sortes de seigneuries. Les seigneuries normales, c'est-à-dire nobles. Les seigneuries ecclésiastiques, dont les habitants tenaient leurs terres d'une abbaye ou d'un évêque. Et enfin, les seigneuries urbaines ayant une municipalité. Il fallait qu'on soit de l'une ou de l'autre. Donc la réunion des États généraux va rassembler les représentants de ces 3 types de seigneuries, lesquels représentants vont amener les doléances de leurs mandants. Rappelons que la justification de la réunion des États généraux est de trouver une solution à l'angoissant problème de la dette publique. On est bien dans les attributions fiscales de cette assemblée. Menteur ou ignorant, Sieyès a fait accroire à la postérité que les représentants du tiers représentaient donc tous les non-nobles et les non-ecclésiastiques. C'est faux. Les représentants du clergé, de la noblesse et du tiers ne représentaient pas respectivement les membres du clergé, de la noblesse ou du tiers, mais tous les habitants d'une des 3 seigneuries en question. Donc les députés du tiers étaient représentants exclusivement de la population des grandes villes, c'est-à-dire des bourgeois. 95% de la population vivait à la campagne et était représentée par les députés de la noblesse et du clergé. Le tiers-État n'a jamais représenté autre chose que la bourgeoisie des grandes villes. Et encore a-t-il réussi à en exclure les ouvriers au profit des marchands. À Paris, par exemple, il y aura 50 000 électeurs aux États généraux pour 600 000 habitants. 8% des habitants, les ouvriers des corporations, en ont été exclus et n'ont pas été représentés à la Révolution. À la veille des États généraux, Sieyès a proclamé quelques évidences. Le tiers-État doit libérer seul, c'est-à-dire sans la population. Il doit se constituer en Assemblée nationale, c'est-à-dire sortir de ses attributions fiscales pour légiférer en place du roi. Et il exprimera la souveraineté de la nation. Ce sera la souveraineté de la bourgeoisie marchande, soutenue par le monde judiciaire. Ce sera le coup d'État de la bourgeoisie parisienne, dont le 14 juillet fut une émeute de rentiers qui craignaient pour leur capital, sur l'ensemble de la population. Sieyès était un ennemi déclaré de l'histoire. Il fut pratiquement le théoricien du mensonge historique. Il n'acceptait pas que le présent puisse être expliqué par le passé. Je cite, « Il me semble que juger de ce qui se passe par ce qui s'est passé, c'est juger du connu par l'inconnu. » Fin de citation. Et si on lui reproche d'écrire un roman, il répond que une scène politique n'est pas la science de ce qui est, mais ce qui doit être. D'ailleurs, un roman peut être une excellente chose en politique, voire Michelet. Enfin, ça c'est moi qui le dis, c'est mon commentaire, ça n'est pas celui de Sieyès, bien sûr. Il ne reste qu'à inventer des mensonges historiques, et là, on va s'en donner à cœur joie. L'histoire est inutile, elle est même nuisible à la science politique.
Il ne reste que les abstractions de plus en plus totalitaires, car élaborées par une minorité hors sol et imbue de sa supériorité. Sieyès stigmatisera les privilèges de la noblesse et non ceux des autres. Or, toute la société était fondée sur des privilèges. Qu'importe, l'important était que cela serve ses théories. Maurras fut l'anti-Sieyès. Il rétablit la nécessité de tenir compte de l'histoire, c'est-à-dire de la connaître, ce que Sieyès comme Rousseau ont rejeté avec mépris. Venons-en à présent à Maximilien de Robespierre, né en 1758 à Arras et mort guillotiné le 28 juillet 1794 à l'âge de 36 ans. On peut se dire républicain par amour du peuple et se dire de gauche et robespierriste pour les mêmes raisons. Par exemple, voici un vibrant hommage que l'incorruptible, autre nom de Robespierre, a rendu à la condition des plus humbles. Il a écrit en février 1789. Écoutez bien. La plus grande partie des hommes qui habitent nos villes et nos campagnes sont abaissés par l'indigence, à ce dernier degré de l'avilissement où l'homme, absorbé tout entier par les soins qu'exige la conservation de son existence, est incapable de réfléchir sur les causes de ses malheurs et de reconnaître les droits que la nature lui a donnés. Fin de citation. Ah, bravo, alors ça c'est beau, c'est grand, c'est généreux, c'est magnifique. Et cela va justifier bien des violences qui seront le prix à payer pour soulager le peuple qui souffre. Mais c'est faux encore. C'est une vue de l'esprit. Combien Robespierre a-t-il entendu d'habitants des villes et des campagnes dont il prétend avoir entendu la plus grande partie? À qui a-t-il parlé? L'étude des émotions populaires de l'époque, une émotion populaire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une émeute. L'étude des émotions populaires qui précédèrent la Révolution sont claires. Le peuple des campagnes veut le retour de la police des grains que jamais Robespierre ne réclamera. Le peuple des villes veut la loi qui protège et non la liberté qui opprime. C'est ça que la royauté a défendu pendant des siècles. 5 jours après le renversement de la royauté, le 15 août 1792, je cite, « L'Assemblée nationale décrète que dès cette année, immédiatement après les récoltes, tous les terrains et usages communaux autres que les bois seront partagés entre les citoyens de chaque commune. » Ça s'appelle l'individualisation de la propriété paysanne. Ce sont les Lumières, après les jansénistes qui les ont précédés, qui ont crié contre les communaux, contre la vaine pâture, contre le droit de glanage et tous les usages communautaires de la paysannerie au profit du rendement pour le propriétaire, le plus souvent absent, et en tout cas bourgeois. Une fois la propriété commune distribuée aux plus petits, souci d'égalité, il resta aux plus gros à leur racheter leur lot et à commencer l'exode rural qui alimentera les fabriques des villes. La suppression des corporations, contre lesquelles on n'a pas entendu Robespierre dire un mot. Au nom de l'absence d'intermédiaire entre le peuple et l'État, il n'est plus de communauté que nationale, ça c'est du Rousseau, a donné l'occasion de faire des usines dans lesquelles le peuple des campagnes va se ruer pour sombrer dans la misère la plus noire. On chercherait en vain des protestations de Robespierre à propos de la suppression de cet extraordinaire outil de protection du monde du travail. Ce que Robespierre voulut, comme le voulut son idole Rousseau, c'est l'égalité. Et on ne peut niveler efficacement que par le bas. La terreur n'a servi qu'à imposer ses horreurs à une population qui y était foncièrement hostile. Incontestablement, la plongée dans l'histoire permet de remettre à l'endroit les choses que les mensonges ont mises à l'envers. Comprendre que la royauté n'a jamais cessé de protéger les humbles qui sont tombés sous la coupe de Mammon, dieu du profit et de l'avarice, c'est faire mentir la République. Comprendre que les crimes imputés à l'Église sont soit imaginaires, soit imputables à d'autres, et notamment à ses ennemis, c'est remettre la religion à sa place et poser la seule question qui vaille, pourquoi l'a-t-on attaquée ? De même que Clémenceau adoptait la Révolution comme un bloc, Maurras l'a rejetée dans son ensemble, y compris celle qui prit la défroque de l'orléanisme. La Révolution a besoin de la négation du réel pour se justifier. Voir ce qui a été, étudier l'histoire conduit naturellement à remettre en cause la doxa révolutionnaire et républicaine, malgré qu'on en ait. C'est la même chose concernant l'Église, qui apparaît sous un jour totalement nouveau au regard de l'histoire.
Les valeurs de la République et de sa pseudo-laïcité, en fait, de l'anticléricalisme, parce que la laïcité est une notion d'église. C'est pas qu'on sépare l'Église de l'État dans la notion de laïcité telle qu'elle a été défendue par le Concile de Trente, mais c'est qu'on interdit aux laïcs de s'occuper d'affaires ecclésiastiques. C'est ça la coupure. Donc les valeurs de la République et de sa pseudo-laïcité ne sont fondées que sur une lecture totalement mensongère de l'histoire. L'histoire donne raison à Charles Maurras, le mensonge fut et reste indispensable à la République. Rappelons que le désespoir en politique est une sottise absolue. Merci. Soyons sûrs que ce que le système veut, c'est que nous cessions d'y croire. Maurras a par sa méthode été amené à se convertir 2 fois. Une première à la royauté et une seconde au catholicisme qu'il avait défendu sans avoir la foi. Dans les 2 cas, ce fut sa plongée dans la réalité historique qui lui ouvrit la voie. Le mensonge a fait haïr Dieu et le roi. La vérité historique en rétablit l'amour. L'histoire est décidément une discipline très dangereuse. Je vous remercie.